Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de l'info. Tout de suite, les titres. Un complice des kamikazes de Bourj el-Brajneh est mort en Syrie. Selon la chaîne Al-Manar, l'homme aurait été tué dans une opération conjointe de l'armée syrienne et du Hezbollah. 12 responsables du Hezbollah sous le coup de sanctions saoudiennes. Ces individus ainsi que des organismes économiques proches du parti voient leurs avoirs gelés. Moscou et Ankara se renvoient la balle 2 jours après le crash du bombardier russe. La Turquie ne s'excusera pas auprès de la Russie, déclare le chef de la diplomatie turque. On commence ce journal avec cette information. 25 kilos de cocaïne ont été saisis à l'aéroport de Beyrouth dans une valise qui vraisemblablement appartient à un Néerlandais âgé de 29 ans. L'homme a été arrêté. Il était arrivé au Liban en provenance du Brésil via le Maroc. Et tout de suite, je vous le disais en titre, 2 semaines jour pour jour après l'attentat de Brajneh, de nouveaux éléments viennent s'ajouter à l'enquête. Selon la chaîne Al-Manar, l'individu qui a transporté les kamikazes de la double attaque a été tué en Syrie. Serge Berberi nous en dit plus. L'information tourne en boucle sur Al-Manar, la chaîne du Hezbollah. المقاومة والجيش السوري يقتلان ناقل انتحاري تفجير برج البراجني. Abdussalam Abdulrazak Al-Indawi, plus connu sous le nom de Abu Abdo, est mort en Syrie. Il est désigné par le média du parti chiite comme le complice présumé des kamikazes du double attentat suicide de Bourj el-Brajneh le 12 novembre. Abu Abdo aurait facilité le déplacement des djihadistes de Raqqa, fief de l'État islamique dans l'est de la Syrie, jusqu'à la banlieue sud de Beyrouth. Il aurait été tué dans les environs de Homs, dans l'ouest syrien, lors d'une opération conjointe de l'armée de Bachar el-Assad et du Hezbollah. Hasard du calendrier, l'annonce de sa mort intervient 2 semaines, jour pour jour, après les attaques revendiquées par l'État islamique et qui ont fait 46 morts et plus de 200 blessés. L'enquête, elle, se poursuit. 13 individus écroués ces derniers jours font l'objet de poursuites judiciaires. 13 autres personnes sont activement recherchées. Elles sont accusées d'appartenance à une cellule de l'EI dirigée par l'émir Abu Walid el-Souri et d'avoir orchestré les attaques. Mais pas seulement, ces personnes sont accusées d'avoir planifié des attentats dans plusieurs régions libanaises, d'avoir transporté et stocké des explosifs et des armes à Beyrouth et au Liban Nord, ainsi que d'avoir recruté des djihadistes au profit du groupe terroriste. Depuis le début de la guerre en Syrie, plusieurs attentats meurtriers ont visé Dahiyeh, faisant des centaines de morts et de blessés. La dernière explosion remonte au 23 juin 2014. La cible, un café où des dizaines de personnes s'étaient rassemblées à l'occasion d'un match de la Coupe du Monde de football. Des assauts revendiqués par des groupuscules islamistes proches d'Al-Qaïda ou de l'État islamique. Tous évoquent des actes de vengeance contre le Hezbollah qui combat aux côtés du régime de Bachar el-Assad. Les 12 responsables du Hezbollah sont sous le coup de sanctions saoudiennes. Ces personnes ainsi que des organismes économiques proches du parti voient leurs avoirs gelés par l'Arabie saoudite. Dans un communiqué du ministère de l'Intérieur, Riyad accuse le groupe politico-militaire de provoquer le chaos au Moyen-Orient. Le Royaume promet de continuer à combattre, je cite, les activités terroristes du Hezbollah par tous les moyens possibles. En mars dernier, l'Arabie saoudite avait déjà imposé des sanctions à 2 personnes présentées comme des dirigeants du Hezbollah. Riyad les avait accusés d'ingérence au Yémen, où elle est à la tête d'une coalition arabe contre les rebelles chiites houthis, soutenus par l'Iran. Le procès de Michel Smeha reporté, le tribunal militaire a fixé au 10 décembre la date de l'audience de l'ancien ministre. Condamné en mai dernier à 4 ans et demi de prison, Michel Smeha a été reconnu coupable d'avoir transporté des explosifs en vue de perpétrer des attentats au Liban. Son arrestation remonte à août 2012, l'année judiciaire étant de 9 mois. Il devrait être libéré à la fin de l'année, décision qui, je vous le rappelle, a suscité un véritable tollé. De nombreux responsables politiques dénoncent un verdict trop clément. Il est évident que le nom de Slimane Frangieh est proposé pour la présidence de la République. Déclaration de Wael Aboufaour à l'issue de sa rencontre avec Sami Jmaïel à Big Faya. Le ministre de la Santé et représentant du Parti socialiste progressiste a été reçu par le chef des Kataeb. Il a assuré que la communication se poursuit entre les deux partis. Vu la situation sécuritaire et économique, il est impératif de parvenir à un règlement politique, a poursuivi Wael Aboufaour.
Direction l'Irak, les forces irakiennes ont coupé la dernière ligne de ravitaillement de l'organisation de l'État islamique dans la ville de Ramadi. Selon un officier militaire, l'armée s'est emparée du pont de Palestine, un point stratégique qui marque le début d'une nouvelle phase dans la reprise de la province d'Al-Anbar, dont Ramadi est la capitale, Ramadi qui avait été conquise en mai dernier par les djihadistes. Et le vice-président irakien a virulemment critiqué le président turc 2 jours après le crash d'un avion russe abattu par l'armée turque. Nouri al-Maliki accuse Recep Tayyip Erdogan d'entraîner le monde dans une nouvelle guerre. Il fustige par ailleurs, je cite, les politiques agressives et la politique de 2 poids 2 mesures du dirigeant. Alors qu'Ankara argue que l'appareil a violé son espace aérien, l'ancien Premier ministre a enfin jugé bon de rappeler dans un communiqué que des avions turcs pénètrent dans les ciels irakiens et syriens tous les jours. Et depuis cet incident, les 2 pays se renvoient la balle. La Turquie ne s'excusera pas auprès de la Russie, déclare le ministre turc des Affaires étrangères. Un peu plus tôt, Recep Tayyip Erdogan a réfuté les accusations de Moscou qu'il accuse de complaisance avec les djihadistes, répétant que l'engagement de la Turquie contre le est incontesté. Pour Vladimir Poutine, Ankara pousse les relations russo-turques vers une impasse. En représailles du crash de l'avion russe, son Premier ministre Dmitri Medvedev a donné 2 jours au gouvernement pour mettre en place des mesures de rétorsion économiques contre la Turquie. Elles concerneront le tourisme, le commerce, les investissements ou encore l'emploi de main-d'œuvre. Cette escalade ne devrait toutefois pas aller plus loin car, comme l'a remarqué ce matin le ministre turc des Affaires européennes, la Russie et la Turquie ne peuvent pas se payer le luxe d'entretenir des relations hostiles. Et les populations, elles aussi, ont exprimé leur colère après cet incident. En Syrie, les rebelles turkmènes remercient la Turquie, tandis qu'en Russie, on appelle à des représailles contre Ankara. Écoutez ce reportage de Julie Chouteau. Voici la zone syrienne où est tombé l'avion russe, tout près d'un camp turkmène, une minorité turque installée au Moyen-Orient. Pour ces rebelles qui combattent Bachar el-Assad, la Turquie n'a fait que se défendre. L'avion russe nous a bombardés en premier, puis il est entré dans la zone aérienne turque. Les avions turcs l'ont abattu après qu'il a violé leur espace aérien. Merci à la Turquie, merci au peuple turc. Il n'y a pas de groupe État islamique ici. Une colère que l'on retrouve dans l'autre camp. Pour ces manifestants, ici devant l'ambassade turque de Moscou, l'action d'Ankara est une trahison. C'est l'ambassade des meurtriers. Au lieu d'être des partenaires honnêtes, à qui on peut faire confiance, ils ont révélé leurs dessous diaboliques. Devant l'ambassade, comme un peu partout dans la capitale russe, on appelle à des représailles contre la Turquie. Tout n'est pas clair pour l'instant, mais je pense qu'il doit y avoir des sanctions. Maintenant, la Russie est dans une situation où si elle tolère de se faire cracher au visage, elle perdra son autorité, de l'influence. Mais si elle commence à riposter, tout le monde criera que la Russie est un agresseur, comme ils le font toujours. Pas de riposte militaire, mais des représailles économiques. L'Agence fédérale de tourisme recommande aux tour-opérateurs russes d'arrêter les ventes de voyages vers la Turquie. Un coup dur pour le pays. Chaque année, quelques 4 millions de Russes se rendent en Turquie pour les vacances. David Cameron tente de convaincre son Parlement de frapper l'œil en Syrie, c'est après la pause. François Hollande rencontre ce soir à Moscou Vladimir Poutine. Le président français va tenter de convaincre son homologue russe d'adopter une stratégie unie contre l'État islamique. Axel May. Sur la forme, Vladimir Poutine est d'accord pour qu'il y ait une coalition unique contre l'organisation de l'État islamique et le président russe est prêt à coopérer avec les Français, comme il l'a dit après les attentats de Paris. Un détachement naval français, mené par un porte-avions, arrivera bientôt dans votre secteur. Il faut établir un contact direct avec les Français et travailler avec eux
comme avec des alliés. Mais sur le fond, le maître du Kremlin veut que la coalition internationale soit menée selon ses conditions et qu'elle ne soit pas conduite par les États-Unis. Car si la Russie a engagé ses avions en Syrie, c'est pour soutenir Bachar el-Assad. La lutte contre l'organisation de l'État islamique n'est pas la seule priorité de Vladimir Poutine. En allant à Moscou, François Hollande, qui depuis les attentats ne fait pourtant plus d'un départ de Bachar el-Assad, son objectif numéro 1 en Syrie, en allant à Moscou donc, François Hollande ne devrait rien obtenir de concret. La grande coalition qu'il espérait pourrait se transformer en une simple collaboration. D'ailleurs, mardi, à sa demande de coalition militaire unique, il avait déjà reçu une fin de non-recevoir de la part de Washington. Petit coin de ciel bleu pour le président de la République dans cette intense semaine diplomatique, sa rencontre avec Angela Merkel qui laisse la porte ouverte à un engagement plus important de l'Allemagne. Lorsque le président m'invite à réfléchir aux responsabilités supplémentaires que nous pourrions assumer, eh bien pour moi, c'est une véritable mission et nous réagirons vite. Je souhaite que l'Allemagne puisse s'engager encore davantage dans la lutte contre Daesh en Syrie et en Irak. Le gouvernement allemand a déjà annoncé qu'il allait déployer jusqu'à 650 soldats au Mali afin de soulager la France et certains parlementaires souhaitent que Berlin engage en Syrie des avions de reconnaissance. Et François Hollande peut au moins compter sur le soutien de David Cameron. Le Premier ministre britannique a tenté de convaincre le Labour d'intervenir militairement contre l'EI en Syrie. La Grande-Bretagne mène déjà des frappes en Irak. On l'écoute. La raison pour laquelle il faut agir, c'est la menace directe que représente l'organisation de l'État islamique pour notre pays et pour notre mode de vie. Daesh a attaqué Ankara, Beyrouth et bien sûr Paris. Ils ont aussi sûrement fait exploser un avion russe tuant les 224 passagers. Ils ont déjà tué des otages britanniques et inspiré les pires attaques terroristes contre les citoyens britanniques depuis les attentats de juillet 2007 avec les attaques sur les plages de Tunisie. Autre point crucial, ils ont plusieurs fois tenté de nous attaquer ici, sur le sol britannique. Ces 12 derniers mois, nos forces de sécurité et de police ont déjoué pas moins de 7 attentats terroristes visant le Royaume-Uni. Et l'organisation de l'État islamique a revendiqué hier l'attentat contre un bus de la sécurité présidentielle en plein cœur de Tunis. 12 agents ont été tués. Les djihadistes affirment qu'un kamikaze du nom de Abu Abdallah al-Tounissi s'est introduit dans le bus avant de déclencher sa ceinture d'explosifs. Levé début octobre, l'état d'urgence a été restauré dans le pays. Le président a décrété un couvre-feu ainsi que la fermeture pour 2 semaines de la frontière avec la Libye. La Libye qui représente une base arrière pour l'EI, comme l'ont montré les 2 dernières attaques du Bardo et de la station de Port El Kantaoui, attaques qui ont fait au total une 60aine de morts. Intéressons-nous à présent à la tournée du pape en Afrique. Au 2e jour de son voyage à Nairobi, le souverain pontife a célébré une grand-messe en plein air. François s'est emparé de plusieurs grandes causes, la lutte contre le terrorisme, le dialogue interreligieux, mais aussi les inégalités entre les sexes. Le chef de l'Église a condamné, je cite, l'arrogance des hommes et le mépris à l'égard des femmes. Hier déjà, il avait été accueilli dans la liesse par les Kenyans qui attendent beaucoup de cette visite. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des titres. Un complice des kamikazes de Bourj el-Brajneh est mort en Syrie. Selon la chaîne Al-Manar, l'homme aurait été tué dans une opération conjointe de l'armée syrienne et du Hezbollah. 12 responsables du Hezbollah sous le coup de sanctions saoudiennes. Ces individus ainsi que des organismes économiques proches du parti voient leurs avoirs gelés. Moscou et Ankara se renvoient la balle 2 jours après le crash du bombardier russe. La Turquie ne s'excusera pas auprès de la Russie, déclare le chef de la diplomatie turque. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous.